Bonjour à tous. Il est grand temps que je me mette à faire des vlogs sur Star Trek. Maintenant que j'ai commencé à faire des vlogs non seulement sur des séries, mais en plus sur des séries qui étaient déjà sorties, il y a quand même des séries qu'il faut aborder parmi mes préférées, et Star Trek fait définitivement partie de mes préférées. Je vais pas les faire dans l'ordre, parce que bien que je me refasse quasi une fois par an l'intégrale de Star Trek, de plusieurs séries de Star Trek, etc., j'ai pas pris de notes la dernière fois que je les ai refaites, donc je vais pas pouvoir les refaire maintenant. Mais comme une saison 4 de Discovery va arriver cette année, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de parler de Discovery, parce que Picard c'est pareil, je l'ai vu quand elle est sortie, mais je l'ai pas bien en tête, il faudrait que je la revoie avant de faire le truc. Pour ce qui est de Discovery, je l'ai revu en ce début d'année, parce qu'il fallait que je prenne quelques notes. Elles sont toutes dans mon petit Blackberry, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec cette série, et je voulais avoir quand même quelques notes assez précises. C'est assez compliqué de faire une nouvelle série Star Trek aujourd'hui. Il y a eu tellement de lore, tellement d'épisodes, tellement de saisons, entre donc la série originale, la série d'animation, The Next Generation, ensuite les films de la série originale et de Next Generation, ensuite on a eu Deep Space Nine, ensuite on a eu Voyager, ensuite on a eu Enterprise. Ça fait du lourd, quoi. Ça fait beaucoup, et il y a beaucoup de périodes qui ont été abordées. Et donc, du coup, quand ils ont annoncé une nouvelle série Discovery, fallait satisfaire beaucoup de fans différents, sachant que Star Trek avait pas mal évolué. Tu pars de la série originale, qui était de la science-fiction de l'époque où science-fiction et fantasy étaient un petit peu mélangés et faisaient appel à peu près au même truc. Honnêtement, vraiment, tu regardes des épisodes de la série originale de Star Trek, ça fait presque de fantasy. C'est pareil si on lit, par exemple, les Chroniques Martiennes, qui est je lis encore... Je l'ai toujours pas terminé, mais il est toujours là, j'ai toujours les Chroniques Martiennes à lire, et quand tu lis les Chroniques Martiennes, c'est pareil, quoi, ça fait vraiment plus fantasy que science-fiction presque. Et en même temps, t'as la version TNG, donc Next Generation, qui essaye de faire quelque chose d'un peu plus sérieux et construit, avec limite une continuité entre certains épisodes, et ça continue ensuite avec Deep Space Nine, Voyager et Enterprise. Donc du coup, il y a beaucoup de choses différentes à mélanger, y compris les choses modernes avec le Star Trek de J.J. Abrams, qui, avec son Bad Robot, est à la tête de ces nouvelles séries qui sont produites pour CBS All Access aux États-Unis et qui sont disponibles en France sur Netflix, si vous voulez voir les saisons complètes, parce qu'il y a que les 2 premières sur Canal+ VOD, je crois. J'ai vérifié vite fait là avant de venir sur Just Watch. Si vous voulez savoir où sont diffusés des trucs, Just Watch, c'est une très bonne adresse, il répertorie tout. Du coup, voilà, il faut satisfaire un peu tout le monde. Le Trek moderne, le Trek de la première heure et le Trek parfait, j'ai un peu envie de dire, de la période Next Generation et un petit peu de ce qui a suivi ensuite. Même si c'était pas toujours du même niveau, c'était un peu le Trek parfait qu'il y a eu à partir des années 80, quand Gene Roddenberry a relancé la série. Et en un sens, ils y arrivent, et en un sens, ils ont absolument tout foutu en l'air. L'un des problèmes de cette nouvelle série, c'est qu'on voulait tous qu'on commence à explorer, en tant que fan de Star Trek, on voulait tous qu'on commence à... D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai mis mon red shirt et puis j'ai mon petit insigne. Malheureusement, la signe de Discovery, parce que les autres shows, il n'y avait pas vraiment d'insigne comme ça qui peut être pris, clipsé sur quelque chose. Dans les premières séries, elles étaient vraiment brodées sur le truc. Enfin bon, bref. Et c'était le seul que j'arrivais à trouver. Donc, la plupart des fans de Star Trek voulaient qu'on commence à explorer le futur de la timeline de Star Trek, qui n'a été exploré que par Voyager, qui n'était même pas dans la même zone de la galaxie, donc toutes les histoires qui se passaient dans Voyager n'avaient quasi aucun lien avec tout ce qui se passait dans The Next Generation et tout le reste, et donc on n'a pas vraiment exploré le futur de cette timeline. Et ils ont fait l'erreur de base de se dire, bah non, comme l'époque que les gens préfèrent, c'est la série originale ou TNG, on va faire un truc qui est entre la série originale et TNG. C'est même avant la série originale, il me semble. Donc c'est un prequel de chez prequel. Donc t'as envie de te dire, il y a un truc qui va pas. Ça se passe quand même après Enterprise, mais ça se passe aussi à l'époque de la série originale, et ce qui est très con, c'est que dans le lore de Star Trek, on a toujours assumé les origines 60s de la série originale. Enterprise, qui se déroule, je sais plus, je crois 100 ans avant tout ce qui concerne le capitaine Kirk, avait un style extrêmement rustre, ça fait un peu industrie moderne, il y avait des barres partout, il y avait beaucoup de boutons, de moniteurs, de trucs dans ce genre-là. Et en fait, plus les séries de Enterprise avançaient, plus les vaisseaux se mettaient à adopter le design qu'il allait y avoir dans la série originale. Pas jusqu'au bout, parce que la série s'est arrêtée un petit peu plus tôt qu'il l'aurait voulu, mais tu voyais que tous les panneaux dans le centre de commande commençaient à devenir plus ou moins ceux qui étaient utilisés dans la version avec Kirk et Spock, Uhura, McCoy et tout le bordel. Et eux, ils ont décidé de ne pas le faire, ils ont décidé tout simplement de faire un truc ultra moderne,
comme dans la version de J.J. Abrams. Le problème, c'est que la version de Abrams, c'était une version qui était dans un univers parallèle et qui avait ça comme excuse pour redesigner absolument tout le truc. Tous les films Star Trek, même les premiers qui ont été faits dans les années 70, et toutes les autres séries ont pris le prétexte de différentes modernisations des décors et des technologies pour que on s'éloigne à ce point du coup du design des années 60 qu'il y avait dans les autres, du design un peu trop épuré. Et là du coup ils l'ont pas du tout fait. Et en fait ça a déjà foutu la merde en partie dans la timeline parce que du coup il y a plein de trucs qui paraissent pas très cohérents, il y a plein de technologies qui paraissent beaucoup trop élaborées, par exemple le fait qu'il y ait des hologrammes absolument partout dans ce truc, alors que les hologrammes ça c'est pas arrivé avant The Next Generation. Alors évidemment on fait du coup une série qui est un prequel, mais qui a été écrite de notre époque à nous. Et donc notre époque à nous, on est tellement plus proche des hologrammes, on a déjà réussi à en faire, que du coup on se dit pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas dans Star Trek finalement? Ça paraît un peu absurde. Donc du coup t'es obligé de faire des tours de passe-passe un peu farfelus du genre, à la fin d'une saison où il rencontre le capitaine Pike qui est dans l'Enterprise, qui sera ensuite celui de Kirk, il modifie absolument tout le truc de l'Enterprise parce que Pike déteste les hologrammes, et donc il a pas envie d'en avoir dans son vaisseau, et donc c'est pour ça que quand on a suivi les aventures de Kirk dans son vaisseau à lui, il y avait jamais un hologramme dans le truc. C'est parce que lui, en fait, il les refusait. Ça n'explique pas exactement pourquoi est-ce qu'on les utilise toujours pas comme moyen de communication dans TNG, par exemple. Dans The Next Generation, il y a toujours pas d'hologramme partout. Il y a des grands écrans qui sont des hologrammes dans lesquels il y a une profondeur. Si on a des angles différents sur les écrans de Star Trek Next Generation, vous verrez que l'image elle est pas plate 2D, c'est une image 3D, donc si on bouge la caméra, on bouge le point de vue par rapport à ce qui est dans l'écran aussi. Là pour le coup, non, il y a des hologrammes partout qui sont intégrés du coup à l'univers du truc. On aurait pu dire, je sais pas moi, que c'est une technologie un peu pourrie, qui marchait pas bien, qui était pas facile à transmettre ou un truc dans ce genre-là. Il y a des tas de trucs, mais non, ils ont juste voulu redesigner tout le truc et du coup ça a pas beaucoup de sens. C'est déjà un premier problème, c'est que du coup, c'est censé être un prequel, mais ça a l'air de tout sauf un prequel, ça a l'air d'être une suite en fait. Et surtout, ça revient sur un univers qu'on connaît déjà en partie, sur lequel il y a déjà du lore établi, et donc à chaque fois qu'ils prennent une décision, ça peut complètement foutre en l'air la timeline. Et là, il se trouve qu'il y a énormément de choses essentielles à la timeline qui se retrouvent complètement liées à cette histoire. Pourquoi? À cause du problème principal de Star Trek Discovery. Savez-vous d'où vient le terme Mary Sue? Vous connaissez forcément ce terme, on l'a beaucoup sorti depuis notamment la sortie de Star Wars épisode 7 et la découverte du personnage de Rey Skywalker, entre guillemets Skywalker, qui est l'archétype de la Mary Sue. La Mary Sue, c'est un personnage qui est absolument parfait, qui a toutes les bonnes caractéristiques, qui généralement est une projection de l'auteur, mais qui pourrait être une projection aussi du lecteur en général, pour leur donner envie de s'identifier au personnage. Très souvent, les auteurs féminines, notamment, les autrices féminines, font des personnages féminins qui sont complètement surcheatés pour essayer de compenser le fait de pas avoir, selon elles, vu assez de personnages puissants et importants dans les histoires féminins. Mais le terme Mary Sue lui-même, il vient de quelque part. Il vient d'une parodie de fanfiction de Star Trek, qui avait été publié dans un fanzine dédié à Star Trek, qui parodiait le fait que les histoires souvent écrites par des jeunes adolescents avaient des personnages qui étaient des projections de ces adolescents et adolescentes dans leur univers de Star Trek favori, et qui les mettaient généralement ultra en valeur. Et on a donc décidé de parodier cette façon d'écrire les personnages principaux comme étant des projections des auteurs et autrices absolument géniaux, qui ont vraiment la touche divine, quoi. Tout ce qu'ils touchent se transforme en or, quoi. C'est un truc absolument dingue. Eh bien, ça vient d'une fanfiction Star Trek. Et pourtant, une bande d'abrutis chargés d'écrire les scénarios de Star Trek Discovery ont importé cet archétype, cette parodie de personnage, totalement au premier degré, dans leur Star Trek Discovery. Faut quand même être débile pour prendre la suite de l'œuvre, du domaine artistico-littéraire et fictif, en général, audiovisuel, dans lequel on a créé le concept de Mary Sue comme parodie de ces personnages surpuissants et qui sont au centre de tout, et faire exactement ça. Michael Burnham, qui déjà s'appelle Michael, qui est un nom de mec quand même, et pas un nom de nana, ça va déjà avec tout le truc. Michael Burnham est un personnage cheaté à 200%. Tout ce qui se passe dans cette série, et tout ce qui se passe donc dans la timeline et le lore de Star Trek de cette époque, est lié à 200% à Michael Burnham. Michael Burnham a déclenché la guerre contre les Klingons, par exemple, notre première guerre contre les Klingons, qui avait l'air quand même déjà d'être sur une bonne voie avec ce qui se passait dans Enterprise, mais bon, sait-on jamais. Et elle l'a résolu, et également, parce que quand même, quoi, il faut qu'elle fasse tout. C'est peut-être son seul défaut à Michael, c'est que c'est la première personne à s'être mutinée dans Starfleet.
Et le fait de s'être mutiné a fait que, du coup, tout le conflit avec les Klingons a été créé. Mais elle voulait se mutiner, pourquoi? Parce que, évidemment, elle connaît tout mieux que tout le monde, et donc elle savait mieux que tout le monde comment est-ce qu'il fallait agir devant les Klingons, et donc elle a voulu essayer de le faire. Au final, cela dit, on lui a pas laissé faire, et c'est peut-être presque plus pour ça que la guerre a été déclarée. C'est un petit bordel, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit responsable, mais en même temps, il faut qu'elle soit géniale, donc il faut que ce soit pas tout à fait sa faute non plus. Michael Burnham est au centre de toute l'intrigue de la saison 2. Michael Burnham est aussi au centre de tout ce qui fait fonctionner la saison 3. C'est une catastrophe. Pas un épisode ne met en avant, véritablement en avant, un autre personnage que Michael. Michael Burnham sait tout, Michael Burnham connaît tout, Michael Burnham peut tout résoudre. Les problèmes de physique, les problèmes de psychologie, les problèmes de chimie, les problèmes de technologie alien. Elle est allée se battre 10 minutes dans un vaisseau, dans la salle principale d'un des vaisseaux Klingon. Elle est l'experte pour savoir où est-ce qu'il faut aller placer des charges et pour aller s'infiltrer dans le vaisseau et tout le bordel, quoi. Alors qu'elle a quasi rien vu du décor, elle a été là pour se battre pendant 2 secondes. Elle est à la fois humaine et à la fois la sœur de Spock. Une sœur adoptive, demi-sœur cachée de Spock, dont on n'a jamais parlé dans aucune saison, dans aucun épisode, dans quoi que ce soit, mais qui débarque comme ça, comme dans les meilleurs films de Star Trek, par exemple le 5 écrit par Shatner, et grâce à ça, elle a à la fois des émotions humaines à fleur de peau parce qu'elle chiale au moins une fois par épisode, ou un épisode sur 2, et en même temps, elle a une logique implacable, elle a une connaissance comparable à celle de Spock, alors qu'elle est que humaine, quoi. Elle a juste un physique humain, et par exemple, elle peut faire le neck pinch, quoi, le truc que fait Spock, qui est censé être un truc qui est réservé aux Vulcains, et parfois aux androïdes, comme Data, par exemple, dans Next Generation, parce qu'il faut avoir, en fait, une force plus grande dans les muscles et dans la pression que tu peux appliquer, du coup, aux différentes veines. Et elle, non, juste en tant que simple humaine, elle peut faire la prise vulcaine, quoi, et elle peut utiliser ce truc-là. Elle est à la fois orpheline, pour pouvoir être récupérée par des Vulcains, et elle a une mère qu'elle connaît, et qu'elle revoit dans certains épisodes, et avec qui elle parle comme si vraiment elle la connaissait par cœur, en contradiction totale avec ce qu'ils ont écrit dans les autres saisons, parce que dans une autre saison, on nous expliquait que ses parents avaient été tués par des Klingons, et qu'ils avaient particulièrement pris leur temps avec la mère, sous-entendu, il l'avait violée, et qu'elle était restée pendant des minutes enfermée dans un truc, cachée dans un truc, à entendre les Klingons bouffer pour célébrer leur victoire ensuite, quoi. Sauf qu'après, t'apprends que plusieurs saisons après, qu'en fait, ils ont échoué dans leur mission parce que c'était principalement la mère qui venait buter, et finalement, elle est encore en vie, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont restés là? C'est complètement absurde, c'est complètement absurde. Ce personnage est un cliché, une parodie de Marisou qui déjà est censé être un concept parodique. C'est dingue. Elle est tout. Elle est au centre de tout. Avec ses 1m60 et ses 40 kilos toutes mouillées, elle arrive à foutre des patates à des Klingons, qui font tous 2m20 et qui sont entraînés pour être des bêtes de guerre, quoi. Alors que elle vient de Starfleet, qui a pas vraiment un entraînement spécifiquement rude au combat, quoi. Un petit peu, mais il leur entraîne pas à être des machines de guerre qui défoncent tout avec un seul coup de poing, quoi. C'est 1m60, je crois que je suis encore généreux quand je dis cette taille-là, et 40 kilos, c'est pareil, quoi. Il y a besoin d'établir une équipe? Demandons à Michael Burnham, qui vient à peine de rentrer dans les rangs, et qui vient à peine d'avoir son insigne, son écusson et son machin, quoi, et d'avoir un rang officiel dans le truc. C'est elle qui doit connaître l'équipage le mieux, et qui doit savoir quelle équipe former, et pas Saru, qui est là depuis le début, qui a engagé tout le monde, et qui les a vus, qui les connaît depuis encore plus longtemps que Michael, qui a débarqué au milieu du vaisseau, comme ça, au début de la saison 1, quand même. Michael, dans certains épisodes, donne des ordres à Saru, son supérieur. Il y a besoin de piloter des navettes pour réaliser une mission particulière. Devinez qui a été pilote test de ces mêmes navettes et donc est la personne parfaite pour partir dans cette mission. C'est Michael, évidemment. Ce qui peut être crédible quand c'est par exemple le capitaine Picard qui te dit ça, quoi, dans un épisode de TNG, mais c'est un mec qui a quand même plus de la cinquantaine, Picard, dans The Next Generation, peut-être 40 ans, on va dire, soyons quand même un peu gentils, peut-être qu'il avait encore, comme il a jamais eu de cheveux, c'est très compliqué de savoir à quelle vitesse il a vieilli et quel âge il peut avoir dans ce quand on le voit. Mais quand même, quoi, tu dis, bon, ouais, un mec qui a fini capitaine, évidemment, il doit avoir un peu de passé derrière lui, peut-être qu'à un moment ou un autre, il a été pilote test de vaisseau, quoi.
Mais non, là c'est Michael, encore une fois, qui a été pilote test de vaisseau, la meuf qui a à peine 20 ans, quoi. Et qui est même pas spécialement une pilote. Dans les équipages de Star Trek, chacun a son petit domaine précis. Il y en a un qui est pilote, il y en a un qui est dans la médecine, il y en a un qui est le chef de la sécurité, donc qui est plutôt là pour se battre. Puis après, ça dépend ensuite de leur race, d'aliens, et de leur genre, et de leur ethnie, etc. Il y a tout un tas de trucs qui peuvent servir à certains moments, chacun a son utilité. Là, personne n'a d'utilité, à part Michael Burnham, qui a vécu la vie de tout un équipage à elle toute seule, quoi. Il y a tout un épisode où on débat du sort de l'humanité, de toutes les races extraterrestres qui ont été rencontrées dans Star Trek, où on doit prendre une décision importante. Il y a un conseil qui est réuni devant Michael et le reste du vaisseau et de l'équipage pour savoir ce qu'il faut faire. Et tout ce qui est débattu dans cette scène, c'est Michael. Son état psychologique, sa façon de penser, ses dilemmes, ses drames, ses troubles personnels, son rapport avec sa mère même, enfin... C'est elle qui est au centre des débats pour savoir est-ce qu'il faut qu'on fasse ce qu'on est censé faire, quoi. Tu dis, mais c'est incroyable, putain, il y a vraiment que elle qui compte dans l'univers, c'est absolument dingue. Il y a un épisode dans lequel c'est Stamets, le scientifique, qui est joué par Anthony Rapp, qui est lui-même homosexuel et qui est le premier personnage à avoir un couple homosexuel dans un film de Star Trek avec son compagnon qui s'appelle... Putain, je me souviens même plus de leur nom. Je me souviens que du nom de Michael parce que tous les autres, on les voit quasiment tellement jamais que le docteur Culber, je crois, il s'appelle Hugh, de son prénom. Donc c'est le premier couple gay qui existe du coup dans Star Trek, quelque chose qu'on avait longtemps demandé parce que, alors faut pas oublier, Star Trek a toujours été woke, entre guillemets. Star Trek a toujours été progressiste. Le problème, c'est que là, c'est plus progressiste, c'est woke. La définition de woke, c'est d'être progressiste à l'extrême et de même pas comprendre vraiment qu'est-ce qui est nécessaire à être un progressisme, au point d'en créer limite de nouveaux racismes dans ces trucs-là. Donc dans cette série, absolument tous les personnages sont soit de couleur, soit gays, et s'ils sont blancs et masculins, ce sont forcément des ennemis. C'est même pas la peine de vous poser la question, de chercher, tiens, qui peut être l'ennemi dans cette saison, qui va être le traître, qui va être machin, ce sera le mec blanc. Mais vraiment, c'est systématique, quoi. Il y a un épisode où il y a un mec blanc qui sort d'un ascenseur, qui a déjà une tête de connard prétentieux, etc. C'est le mec qui va foutre une connerie ensuite et se cracher parce qu'il a pas écouté Michael Burnham, qui sait toujours tout. Dans tous les épisodes, c'est ça. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fout la merde, c'est un mec blanc. C'est quand même assez extraordinaire d'être à ce point prévisible, tellement ton message politique est idiot, quoi. Donc bref, tous les personnages sont un petit peu SJW, mais Michael est la déesse qui encadre tout ça. Parce qu'il y a donc un épisode où Stamets, bien qu'il soit gay, bon, faut dire qu'il est blanc, donc il a quand même ça comme défaut, même ses cheveux sont blancs. donc Stamets, bien qu'il soit gay et donc qu'il soit l'officier scientifique, à un moment se rend compte que le vaisseau est enfermé dans une boucle temporelle. C'est un des gimmicks de scénario de Star Trek qui est très souvent utilisé et qui très souvent peut faire de très bons épisodes. Et c'est lui qui se rend compte. Pendant les 20 à 30 premières minutes, c'est lui qui est à la base du truc, c'est lui qui essaye de signaler le problème aux gens. Sauf qu'il n'essaie pas de signaler le problème au capitaine du vaisseau, il essaie de signaler le problème à Michael Burnham. Parce que c'est elle qui est la plus en position pour l'aider, quoi. Et je déconne pas, je me suis retapé vite fait l'épisode là avant de faire le vlog pour vérifier vite fait comment ça se faisait. À ce moment-là, c'est Michael qui prend le relais, c'est elle qui va tout gérer, et donc c'est elle qui est au centre de tout le truc. Même dans un épisode où Tilly arrive enfin à devenir première du capitaine, donc la seconde du capitaine on va dire plutôt que la première, mais c'est pas les mêmes termes, ils appellent ça number one dans leur truc. D'ailleurs c'est assez absurde le truc, c'est elle, on lui dit ça y est vous avez enfin tout ce qu'il faut pour être la number one alors que vous avez fait exactement la même chose que tout le reste de l'équipage et vous n'êtes pas devenu complètement folle comme tout le reste de l'équipage. Ça n'a aucun sens, c'est juste parce qu'on a envie qu'elle ait sa promotion à ce moment-là, quoi. Enfin c'est... Quand elle a enfin réussi à devenir la number one, 10 secondes après, il faut qu'il y ait Michael qui débarque dans la scène pour lui voler toute la vedette et le feu des projecteurs, et c'est elle qui redevient le centre de toute l'histoire, de toute l'intrigue, ne serait-ce que pour préparer l'épisode d'après. Jamais aucun autre personnage n'est utile. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement un problème dans une série Star Trek. Parce que Star Trek est fondamentalement basé sur le fait que tous les humains sont égaux, presque, même s'il y a une structure hiérarchique. C'est uniquement pour faciliter les transmissions d'ordre, parce que tout le monde est égal dans l'univers de la Fédération et de Star Trek. Et donc, dans chaque épisode, un nouveau personnage a l'occasion de briller. Un nouveau personnage a l'occasion de mettre en jeu ce qui est sa caractéristique personnelle, que ce soit parce que c'est sa formation professionnelle, ou que ce soit parce que c'est son trouble personnel et c'est certaines de ses expériences sentimentales, psychologiques, qui vont être utiles pour faire avancer le scénario. Ça a toujours été le cas dans toutes les saisons, d'absolument tous les trucs. Et là,
Comme je vous l'ai dit, c'est à peine possible de se souvenir du nom des autres personnages tellement ils ne servent à rien. Le pont du vaisseau est rempli de diversité. Il y a une meuf avec un œil bionique, qui est même pas une Borg, c'est pas du Seven of Nine, mais elle a besoin d'un implant parce qu'elle a perdu un œil. Honnêtement, des fois, tu te demandes comment est-ce que les personnages arrivent à perdre l'utilisation de certains de leurs membres, étant donné les progrès de la médecine qui font leur truc, ils arrivent à tout soigner, mais bizarrement, t'en as quand même certains qui finissent avec des cicatrices ou des trucs. Mais donc, il y a une rousse comme ça avec un truc à l'œil, elle ne sert à rien. À un moment, dans la saison 3, je crois, elle a un énorme dilemme moral parce que c'est elle qui a piloté le vaisseau pour pour les amener dans un lieu particulier où ils sont coincés dans la saison 3. Je vais pas se faire de spoiler pour l'instant. J'aborderai la saison une par une ensuite. Tu ne comprends pas pourquoi c'est elle qui a ce trouble psychologique. Elle a suivi les ordres, tout simplement. Tout le monde était d'accord. Personne lui en veut. Tu sais pas pourquoi, est-ce que d'un seul coup elle pète un câble. Il y a une Black qui est à côté d'elle dans absolument tous les trucs, dans toutes les saisons, qui est elle aussi aux commandes, je crois, ça doit être la deuxième, où elle doit regarder les radars, ou je sais pas trop quoi, ils sont toujours deux sur le pont de commande. Elle n'a jamais servi à quoi que ce soit, dans quelques saisons que ce soit. Là, à l'heure actuelle, en 3 saisons, je crois qu'elle a jamais eu une seconde d'utilité dans la série. Il y a une nana cyborg, qui n'a servi à rien pendant une vingtaine d'épisodes, jusqu'à ce que d'un coup, on se rappelle qu'elle existe pour la faire crever. Et d'un seul coup, justement, tu vois que l'épisode amène à sa fin et à sa mort parce que tout l'épisode d'un seul coup est centré sur elle, on apprend comment est-ce que sa mémoire fonctionne, comment est-ce que c'est machin. T'apprends tout sur elle d'un coup parce que ça fait 20 épisodes qu'on est là, mais que la caméra est braquée sur Michael, donc on n'a pas eu une seconde à lui accorder pour savoir un peu qui c'était, quoi. Il y a il y a 2 mecs sur le pont, il y a un asiatique et un noir qui n'ont jamais servi à quoi que ce soit non plus. Dans aucun épisode. Pour vous dire, en saison 2, on les connaît tellement pas qu'ils sont obligés de faire l'appel en tout début d'épisode pour te rappeler comment s'appelle chaque personnage, parce que sinon tu risquerais de pas les identifier tellement on les connaît pas. C'est quand même dingue. C'est ouf qu'à vouloir être plus égalitaire, on ait fini par rendre tous les personnages superflus. C'est quand même dingue d'être aussi mauvais au niveau de l'écriture, quoi, de pas respecter à ce point-là les principes de Star Trek. Il y a un personnage limite important sur le pont en dehors de Michael Burnham qui, pendant la première saison, n'a même pas de grade, elle est même pas intégrée à la hiérarchie et tout. Mais il y a une personne qui peut être un peu importante parfois dans les épisodes, c'est Saru, qui est joué par Doug Jones, le mec qui est tout le temps sous des prothèses et des trucs monstrueux. Donc c'est l'alien du truc. Et donc comme c'est un alien, on lui pardonne le péché original d'être né avec des couilles et une bite. Quoique, vu que c'est une race alien, peut-être qu'il en a pas. Mais du coup, c'est peut-être pour ça qu'on lui a pardonné. Mais c'est un des seuls hommes positifs qu'il va y avoir dans la série. Il y a un autre capitaine qui va révéler quelques trucs un peu graves. Et il y a un mec qui est positif dans toute la série, un mec blanc qui est positif dans toute la série, c'est le capitaine Pike. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà créé dans une autre saison, et donc du coup, on sait déjà qu'il est censé être plutôt cool. Vu qu'on l'a déjà vu, c'est un personnage de la saison originale, c'est le mec qui possédait l'Enterprise, qui dirigeait l'Enterprise avant Kirk, étant donné qu'ils ont inclus dans la continuité l'épisode pilote qu'ils ont fait dans Star Trek, dans lequel il y avait un autre acteur qui avait été engagé pour jouer le capitaine du vaisseau, et il s'appelait pas Kirk, etc. Et donc, ils l'ont rétroactivement intégré dans la timeline du coup du truc, quoi. Cela dit, j'ai envie de vous dire que si vous avez vraiment regardé l'épisode, le mec est plutôt un trou du cul. Il est plutôt du genre à avancer et à cogner sans réfléchir. Il est pas du genre plus posé. Même si Kirk a un côté cow-boy, il y a quand même un moment où il se pose pour regarder ce qui se passe, quoi. Alors que l'autre, il est un peu plus rentre-dedans. Et il est pas censé être si positif que ça. Mais ils se sont rendus compte à la fin de la saison 1, avec tous les retours qu'il y avait eu, qu'ils avaient tellement mis sur la gueule des personnages masculins, qu'il fallait bien qu'ils en aient au moins un positif, quoi. Et donc ils se sont dit, bah celui-là, il existe déjà, on va peut-être le faire positif. L'un des seuls et uniques hommes qui a quelque chose pour le rattraper, il est toujours un traître, hein, mais il a quand même quelque chose pour le rattraper, c'est que tu apprends qu'il a été violé. Et donc, le seul homme qui peut avoir une justification à être un peu positif dans cette série, c'est celui dont on a atteint la masculinité, en fait. C'est le seul homme qui a une petite rédemption avant qu'arrive le capitaine Pike dans la saison d'après. C'est chaud, c'est chaud quand même comme façon d'écrire les trucs. Il y a un épisode, plusieurs épisodes dans la saison 1, où ils font revenir un personnage qui s'appelle Harry Mudd, qui est une sorte de Han Solo, on va dire, de cet univers-là. C'est un mec qui... comment est-ce qu'on appelle ça ? Un smuggler ? Comment est-ce qu'on dit ça en français ? Je sais pas, un vaurien quelconque qui transporte des marchandises illégales. Le personnage, donc ils l'ont fait revenir dans cette saison 1, mais comme c'est un mec et qu'il a des couilles et une bite, le mec est devenu un psychopathe.
Il y a un épisode entier qui est centré sur le fait qu'il soit complètement psychotique et qu'il ait envie de buter tout le monde, alors que le personnage dans la série originale, c'est genre un comic relief, quoi. Un mec rigolo, un mec drôle, c'est un mec qui est là pour faire des blagues, pour avoir du fun, etc. Et je crois qu'ils lui en veulent, parce que un de ces trucs à Harry Mudd dans la saison originale, c'est qu'en fait, il déteste sa femme, qui est l'espèce de rombière acariâtre de base, et une femme ne peut pas être une rombière acariâtre, c'est forcément qu'il y a un écrivain misogyne et machiste qui a écrit le truc, et donc du coup, ils se sont vengés sur le personnage en faisant un connard complet. C'est vraiment assez dingue, t'as l'impression qu'il faut cracher sur tous les hommes qui existent, y compris Gene Roddenberry. Il y a un épisode de la saison 3 où il y a un personnage à qui on demande son nom, il s'appelle Gene, et le personnage lui répond « Non mais j'en ai rien à foutre, je demandais même pas pour savoir, etc. » Unless Hazmat over here is gonna be helping after he cleans up aisle 5. My name's Gene, actually. I've already forgotten that. C'est une femme qui lui dit ça, et donc on a le droit d'être méprisant avec un mec qui s'appelle Gene, comme Gene Roddenberry, mais il faut être en admiration devant toutes les meufs. Ça va à des absurdités absolument dingues. Par exemple, au niveau des Klingons, les Klingons rentrent en guerre parce qu'il y a un mec con qui a décidé qu'il avait envie de faire valoir un petit peu son truc. Les Klingons qui ont été défigurés dans cette saison, enfin dans cette série, ils leur ont mis un visage dégueulasse, ils leur ont retiré leurs cheveux. Et ils ont essayé de trouver comme excuse que, en fait, quand ils sont en guerre, ils rasent leurs cheveux. Donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de cheveux dans la saison 1. Et en saison 2, ils commencent à pousser. Vous êtes bien gentils, mais au tout début de la saison 1, ils étaient pas encore en guerre et ils avaient déjà plus de cheveux. Donc du coup, c'est juste votre design qui était moche et qui est pas passé, quoi. Mais rien que ça, redesigner à ce point-là des personnages, en plus à ce moment-là de l'histoire, ils doivent commencer à avoir un virus qui se répand parmi eux, qui les transforme plus ou moins en humains, parce que dans la série originale, ils avaient plus une gueule d'humain. Enfin bon, bref. Les Klingons, par exemple, ils ont jamais eu de problème au niveau du sexe. Les femmes Klingon sont aussi puissantes que les hommes, elles sont pas du tout protégées ou considérées comme inférieures ou chétives, etc. Au contraire, elles sont presque encore pires. On avait les sœurs Duras, par exemple, dans je sais plus comment, si c'est ça, Duras, dans The Next Generation, qui étaient deux nanas complètement dingues. À chaque fois qu'il y a eu une femme Klingon, elle était aussi tarée que les mecs, quoi, parce que c'est un peu le truc de leur race entière. Mais là, donc, c'est un mec qui a lancé la guerre des Klingons parce qu'il était plus con, enfin, que les autres, a priori. Et donc, très vite, les Klingons prennent une reine. Et la reine te fait genre un putain de discours à la fin du truc en disant non, ne m'appelez pas reine, ne m'appelez pas chancelière, finalement ce mot ne va pas, appelez-moi mère. Et t'as tous les Klingons qui sont ouais en train d'applaudir et tout, et tu fais qu'est-ce que c'est que ce délire féministe mal torché, quoi. Enfin vraiment le truc le plus basique et le plus nul écrit pour essayer de te mettre une femme en avant, quoi. C'est assez ridicule. Et là où ils se sont vraiment empêtrés, c'est que ils avaient au tout début de la saison 1 un personnage qui s'appelait le capitaine Giorgio, qui était joué par Michelle Yeoh. C'était un peu le gros argument bankable quoi de la série, c'était putain on a Michelle Yeoh dans un rôle quasi principal, c'est quand même un truc de ouf quoi, d'avoir une actrice aussi importante dans une série, donc ça va un petit peu attirer du monde quoi. Le problème c'est que Michelle Yeoh elle meurt au bout de l'épisode 1, donc du coup ils ont voulu la faire revenir quand même au bout d'un moment. Et ils ont décidé d'aller dans la dimension parallèle. La dimension parallèle, ou la dimension alternative, c'est une dimension qu'on a déjà traversée plusieurs fois dans plusieurs saisons de Star Trek, qui est en fait le même monde que Star Trek, mais inversé, c'est-à-dire que les humains, au lieu d'être des exemples de pacifisme et de réflexion et d'intelligence, etc., ils sont tout l'inverse. Ils sont tous belliqueux, ils sont ultra violents, ils piquent leur technologie aux autres espèces pour pouvoir devenir plus puissants, etc., donc c'est vraiment un monde où l'ordre est complètement inversé, quoi. Donc un monde difficile et un monde raciste et xénophobe. Un empire raciste et xénophobe avec une impératrice asiatique, des seconds et des troisièmes qui sont africains ou asiatiques, et il y a même une rousse. Je sais pas pourquoi j'ai dit il y a même une rousse, et une rousse. Mais c'est un univers raciste et xénophobe. Et tu fais... Vous comprenez pas ce que vous écrivez, en fait. Il y a vraiment un truc qui va pas, il y a deux neurones qui sont pas connectés dans votre tête. Un monde raciste et xénophobe où l'impératrice est asiatique et une femme. Bon, c'est dire raciste et xénophobe veut pas forcément dire machiste, hein, mais ça paraît quand même un peu absurde, non? Et lesbienne! Parce que bien sûr, dans une société raciste et xénophobe et tout le bordel, probablement homophobe aussi, tu fous une lesbienne comme impératrice. Ça a tellement de sens, c'est tellement logique. Quand on allait dans ce monde, dans certaines autres saisons de Star Trek, pour le coup, justement, le truc était ultra misogyne, et on finissait par avoir une impératrice asiatique,
simplement parce que elle avait appliqué les mêmes méthodes que les mecs, elle avait fini par buter le mec qui était censé être empereur, et donc elle était devenue impératrice à sa place. J'ai l'impression que c'est à ça qu'ils ont voulu faire suite avec ce truc-là, mais j'ai l'impression que Giorgio a quand même accédé au pouvoir, donc c'est pas une question de lignée par rapport au truc d'avant, puis j'ai envie de dire, ils vivent tellement peu longtemps dans cette dimension alternative parce qu'ils sont tous en train de se poignarder dans le dos, que je sais pas si t'as le temps d'installer une lignée sur le trône de l'empereur. Donc c'est vraiment absurde parce qu'ils ont pas compris comment gérer le truc. L'impératrice de la dimension parallèle et donc obscure, qui est louée pour avoir amené la paix et l'amour dans l'univers. Ils comprennent pas ce pourquoi ils écrivent, putain de merde. Au passage, devinez quel est l'indice visuel qui nous fait comprendre qu'on est dans une dimension alternative où les choses vont mal? Le pont du vaisseau est quasi rempli de mecs, là où il y avait quasi que des meufs dans les trucs d'avant. Et j'ai pas vérifié, mais je suis presque sûr qu'ils sont tous blancs. Et justement, après, ils font revenir Giorgio dans notre dimension à nous, et t'as quand même une impératrice sanglante qui a fait des massacres, des génocides, qui était une des pires nanas qui existaient dans cette dimension, qui accepte sans aucun problème de devenir une membre de Starfleet. J'arrive même plus à parler tellement c'est absurde. Donc l'organisation la plus pacifiste et positive qui soit, et elle accepte de bosser pour eux, simplement parce que elle avait un lien particulier avec Burnham qui était plus ou moins sa fille adoptive dans la dimension originale, mais qui honnêtement était à ça d'être aussi son amante. Franchement, je sais pas pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout, parce que ça paraît presque plus crédible étant donné le genre d'univers qu'ils ont développé là-bas. Et donc d'un seul coup, cette meuf a aucun problème à être sous les ordres de quelqu'un, à avoir quelqu'un au-dessus d'elle pour lui donner des missions. Elle part dans la section 31, qui est une section un peu secrète qui a été teasée dans d'autres saisons de Star Trek, pour devenir plus ou moins une espionne et du coup avoir plus ou moins une indépendance et avoir un peu plus de pouvoir que les autres, etc., etc. Mais franchement, enfin, c'est le genre de meuf, elle découvre un monde comme le nôtre, elle va immédiatement buter la tête qui est au pouvoir et elle installe son pouvoir, enfin, son empire. Ça a aucun sens que ce personnage accepte de réagir comme ça, quoi. C'est vraiment absurde. D'ailleurs, toute l'histoire pour essayer de résoudre son problème et se débarrasser de Michelle Yeoh, qui devait coûter vachement cher au niveau de la production, pareil, l'organisation du truc est un peu absurde. Elle retourne dans sa dimension à elle fout quelqu'un en prison, donc le mec est derrière des barreaux virtuels, quoi, des lasers, et justement, elle peut passer au travers. Et c'est censé être des barreaux qui retiennent quelqu'un en prison. C'est pas genre juste un champ de force faible comme on peut mettre en place dans certains trucs, genre par exemple le sick bay, je sais pas comment dire du coup en français, l'infirmerie, où on fait juste ça pour se protéger un petit peu, mais on pourrait quand même passer au travers du champ de force. Non, là c'est vraiment le champ de force qui est censé garder quelqu'un enfermé en prison, mais elle arrive à le passer et à rentrer sans aucun problème. Peut-être parce qu'elle a un badge qui dit que c'est l'impératrice, mais a priori ça a quand même juste l'air d'être absurde, quoi. Tu dis c'est vraiment juste pour faire un effet de style, quoi. Et pour faire tout ce truc, ils mettent en place, enfin ils réutilisent la porte du temps qui a servi à faire un des épisodes les plus connus de Star Trek, qui est l'épisode où il y a Kirk qui voyage dans le temps pour aller chercher McCoy, et en fait ils rencontrent quelqu'un et ils se rendent compte qu'il faut absolument qu'ils laissent mourir cette personne, sinon ils changent tout le cours du temps, et genre de façon vraiment très négative. C'était tout un dilemme. Et on a réutilisé cette porte, la porte du temps, mais tu sais pas pourquoi. Ils ont trouvé une excuse pour te dire qu'elle est pas à l'endroit habituel, parce qu'en principe elle est sur notre planète. C'est que du coup on a créé une guerre temporelle après les événements de Star Trek Enterprise. C'est peut-être pour ça du coup qu'ils ont changé le design des trucs. C'est parce que du coup maintenant il y a Enterprise, il s'est passé tout un truc par rapport à la guerre froide temporelle, et peut-être qu'il y a des choses qui ont été changées, d'autres technologies qui sont arrivées plus tôt, etc. Peut-être que c'est leur justification pour que la timeline soit un petit peu modifiée. Mais du coup il invente que c'est à cause de cette guerre froide temporelle qu'il a dû se déplacer, alors que maintenant elle est finie dans la timeline, donc il pourrait très bien revenir là où il était. Et genre la porte a jamais été censée être une espèce d'épreuve pour savoir si tu pouvais retourner dans telle ou telle époque, ou s'il fallait que t'ailles dans tel truc, etc. La solution qu'ils trouvent au final pour se débarrasser de Giorgio, elle a aucun sens. Mais vraiment aucun sens, quoi. Et c'est un peu un problème de cette série également, c'est que il y a beaucoup de trucs qui sont écrits pour être du jargon incompréhensible à la Star Trek, qui n'a aucun sens, et qui est vraiment utilisé pour faire vraiment ce qui les arrange au niveau du scénario, quoi. Il y a un personnage qui est à la fois un humain qui est devenu Klingon et un Klingon qui est devenu humain. Et genre physiquement, quoi. Son corps était un corps Klingon qui a été modifié génétiquement pour devenir plus humain. Enfin, enfin dire, je vous explique le truc, mais je crois que j'ai toujours pas compris comment est-ce que ça s'était passé, parce qu'ils ont donné 3 explications différentes. Vraiment, c'est un personnage, tu comprends pas comment il existe. Il y a tout un épisode où Saru, qui est un des personnages qui suit le plus les règles, qui est le plus moral et le plus vertueux, etc.,
d'un seul coup pète un câble et décide d'attaquer les gens pour rester sur une planète qu'il considère comme pacifiste, parce qu'il trouve que c'est une meilleure solution, mais pour être pacifiste, il devient ultra violent et il devient ultra agressif et tout, et il essaie d'imposer ça à tout le monde, et il y a même pas genre une excuse pour dire on avait influé sur mon mental ou un truc dans ce genre là, non, les créatures qui sont sur la planète, elles ont pas du tout envie qu'il fasse ça, c'est lui qui d'un seul coup a pété un câble et décidé qu'il voulait agir de cette façon-là. Donc voilà, t'as tout un truc par rapport à, il y a un personnage qui meurt à un moment, et ils arrivent à trouver un moyen de le faire revenir parce que ça avait créé un petit tollé par rapport à une de ses caractéristiques. Je vais pas aller trop loin dans les spoilers si jamais vous connaissez pas, mais voilà, ça avait pas trop plu que ce personnage-là se fasse tuer et disparaisse. Et donc, ils t'ont inventé un espèce de délire par rapport au réseau micellaire. Alors, le réseau micellaire, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, mais c'est un système qu'ils utilisent pour se déplacer avec leur vaisseau. Ils ont trouvé tout un système comme quoi, quand le personnage est mort, il y a un personnage qui a pensé à lui ou qui est à côté de lui, et donc du coup il a servi de lien pour l'amener dans la dimension micellaire qui est dans laquelle qu'ils utilisent pour voyager. Et du coup ça a permis à ce mec de se réincarner dans cette dimension-là. Et ils te sortent en plus la loi, je sais plus comment s'appelle cette loi, mais c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se recycle. Le problème c'est que dans notre dimension à nous, on n'a rien perdu, enfin son âme elle a été perdue, elle est pas censée réapparaître dans une autre dimension, dans un autre truc. Chez nous elle existe encore, quoi. Donc enfin il y a tout un délire comme ça qui est absolument absurde, qui n'a aucun sens et qui est juste là pour essayer de te faire revenir le personnage, même si il est pas censé revenir. Il y a tout un truc où Spock a des visions et genre, il faut à la fois la rationalité de son origine vulcaine et les défauts de ses origines humaines, notamment sa dyslexie par exemple. Spock est dyslexique maintenant, je sais pas, c'est une nouveauté, pour qu'il arrive à comprendre que les visions qu'il a se déroulent à des époques différentes. Juste pour ça, il faudrait que tu sois un hybride pour pouvoir te rendre compte de ça sans que ça te rende fou, et encore ça le rend fou, quoi, le truc. Il faut que tu sois un hybride entre un vulcain et un humain. Quoi? Comment? Il y a tout un truc où ils doivent protéger des données qui viennent d'une sphère extraterrestre, et il y a tout un tas d'épisodes où, genre, c'est inimaginable de détruire ce savoir et cette connaissance. C'est tellement important, c'est tellement ce qui est la base de l'existence de Starfleet, qu'ils veulent pas détruire ces données, c'est hors de question. À la fin d'un épisode, comme c'est une de leurs dernières solutions, et ben là, maintenant, oui, vas-y, on va détruire toutes ces connaissances, etc. Au moins, ça les mettra en sûreté, maintenant. Je suis mais quoi? Vous avez fait 3 ou 4 épisodes où vous vous dites que c'était hors de question, et d'un seul coup, vous changez d'avis. C'est quoi ce délire, quoi? Ils sont en guerre contre une intelligence artificielle venue du futur, et leur solution pour mettre ce que cette intelligence artificielle cherche à l'abri, c'est de l'envoyer dans le futur. Un petit truc absurde, mais ça c'est juste par rapport à la série originale, mais dans un vaisseau de Starfleet, maximum, t'as une dizaine de navettes, quoi, grand maximum. Dans les premières saisons, The Original Series, ils en avaient qu'une seule, je crois, dans le hangar, peut-être 2 éventuellement. Dans TNG, je crois qu'ils en ont 1 ou 2 aussi qui sont capables d'être lancés, peut-être un tout petit peu plus s'il y a besoin à un autre moment, mais grand maximum, ils doivent en avoir 4, quoi. Dans Voyager, c'est justement un de leurs problèmes, c'est que c'est un vaisseau qui a des ressources limitées, et donc ils doivent faire attention à leur navette, parce que si jamais elle s'échoue, si elle s'écrase, si elle machin, il faut utiliser vachement d'énergie du vaisseau pour en construire des nouvelles, etc. Donc c'est tout un bordel. Là, ici, comme ils ont besoin de faire une grosse scène de bataille spatiale, et d'un seul coup, les vaisseaux de Starfleet te chient des navettes, qui sont toutes armées pour pouvoir se battre comme il faut, avec des gros lasers et des gros machins. Bon, elles sont généralement armées, mais là, grosso modo, ils ont une armée entière dans leur cale, quoi. Et tu fais, mais ça a pas cette taille-là. Un vaisseau de Starfleet, c'est même les nouveaux redesigns qu'ils ont fait, quoi. Il y a un passage à un moment où ils sont ils utilisent les tubes dans lesquels sont les ascenseurs qui leur permettent d'aller aux différents niveaux dans Star Trek, qui depuis toujours ont été dans des conduits comme des ascenseurs d'aujourd'hui, quoi. Il y a un conduit autour duquel il y a le truc. Et là, d'un seul coup, ils ont décidé de faire un truc dans lequel, en fait, le truc d'ascenseur flotte à moitié dans le vide, et il y a tout un tas de trucs qui viennent créer le couloir devant lui pour le diriger là où on a envie d'être. À ce niveau-là, faites-en des navettes, ça sert plus à rien que ce soit un ascenseur dans un truc dans quelque chose qui crée un couloir, si ça peut aller où ça veut de toute façon. Et d'un seul coup, le vaisseau devient gigantesque et tu peux te déplacer dans un truc énorme et tout, et tu fais, mais vous avez juste modifié toute l'apparence du vaisseau pour faire une scène d'action plus cool, mais à un moment, il faudrait peut-être savoir faire avec certaines limites qui sont imposées par ton univers, quoi. Sinon, c'est juste de la mauvaise écriture. Il y a un problème dans la saison 3 qui est le problème central de tout le truc. Pendant tous les épisodes, ils essayent de comprendre quel est ce qui s'appelle The Burn, qui est un problème qui est arrivé dans la saison 3. Je vous résumerai vite fait les saisons ensuite. Au moment où Michael a enfin les moyens d'enquêter dessus,
elle se demande s'il faudrait qu'elle enquête dessus. Ça fait 7 épisodes qu'elle ne cherche qu'à faire ça. Mais d'un seul coup, il faut qu'elle se pose la question. Pareil, dans les trucs qui respectent pas trop la série originale, il y a tout un épisode où on va sur Vulcain, et il faut que, bien évidemment, Michael réapprenne à tout le monde dans Starfleet que, quand même, la coopération, c'est pas mal, hein, et ça permet d'avancer un peu plus vite que si on est tout seul dans son coin. Enfin, c'est ça alors, putain, tu viens de leur faire découvrir ça à Starfleet et aux anciens membres de Starfleet. Mais il a quand même fallu faire, comment ils disent, évoluer au-delà des maximes la race vulcaine, pour qu'une race qui se définit par le bien de l'ensemble est plus important que le bien d'une personne seule, décide de sortir de Starfleet et d'agir tout seul. Tu fais... Mon Dieu. Il y a un moment où les personnages sont propulsés dans un décor dans lequel leur apparence change et ils perdent les communications avec le vaisseau. Pourtant, t'as un moment où il y a un personnage qui débarque du vaisseau avec ce qui leur manque pour avancer, et ce personnage-là n'a pas du tout été modifié lorsqu'elle est arrivée dans ce lieu. Donc, à nouveau, ils savent pas respecter leurs propres règles, quoi. Ils ont une couronne pour contrôler mentalement les gens, et cette couronne permet de tout faire, sauf de les interroger. Une couronne de contrôle qui ne te permet pas de faire dire ce que t'as envie que les gens disent. Et alors, pour finir en apothéose, c'est dans les derniers épisodes de la dernière saison, il y a ce fameux lieu qui permet de donner aux gens une apparence qu'ils n'ont pas à la base. Ce lieu réussit à reconnaître l'esprit d'un extraterrestre qui vit dans un autre personnage de cette série, et à lui donner une forme physique sous forme d'hologramme. Le truc est quand même un peu absurde. En gros, ça veut dire qu'il arrive à reconnaître ton ami imaginaire, quoi, et à lui donner une forme. C'est un peu plus complexe que ça, c'est de la SF dans Star Trek, mais quand même, quoi, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et à un moment, il y a besoin d'aller dans une zone dans laquelle il y a beaucoup de radiations. Ces radiations étant tellement puissantes qu'elles empêchent l'hologramme de fonctionner. Le personnage dit « Mais oui, mais moi, je peux sortir de la pièce, vu que à la base, j'ai pas de corps, je suis pas corporel, donc je peux sortir de la pièce, vous dire ce qu'il y a, et puis revenir ici, quoi. » Oui, mais tu existes présentement parce que on t'a donné une forme physique, et donc cette forme physique, elle obéit aux mêmes règles que tout le reste de cet environnement, quoi. Donc si tu essayes de sortir de la zone où le truc fonctionne, ça fonctionnera plus, tu vas disparaître. Sauf que non, parce que ça arrange le scénario. Mais c'est vraiment écrit parfois, mais avec le cul, quoi. Littéralement avec le cul. Donc voilà, sur certains points, c'est extrêmement mal écrit, et ils sont obligés de faire des trucs complètement tarabiscotés, notamment parce que les 3/4 du temps, les autres personnages ne servent absolument à rien. C'est dommage, parce que Suru, c'est un personnage qui est plutôt intéressant et qui est assez fascinant. Stamets, qui est le scientifique, et son copain qui est médecin, j'aurais bien voulu voir leur couple se développer un petit peu. Ils ont quelques côtés un petit peu charmants, tu vois, un petit peu mignons dans les trucs, mais ils servent à rien. Donc au final, ça sert à rien d'avoir son personnage gay quand il est pas du tout utile dans l'histoire, quoi. Un des rares personnages qui peut avoir une utilité parfois, c'est Tilly, mais elle est surtout là pour faire des grosses scènes larmoyantes avec tous les autres personnages, notamment Michael, parce que c'est un des trucs de base de cette série, c'est qu'il y a un moment où il faut que tout le monde chiale. Mais c'est un personnage qui a aussi beaucoup de trucs qui font très... on essaye de rendre les nerds un peu cool, mais ils le font d'une façon qui passe pas du tout, quoi. Du style, elle voit un truc scientifique qui est en train de fonctionner, et elle fait « This is so fucking cool !» You guys, this is so fucking cool. So sorry. It is fucking cool. Alors déjà, fucking et les insultes, c'est censé ne pas exister dans les trucs de Starfleet. See, we're unloading all kinds of garbage today. All right, Starfleet says we have to feed the animals. Dans ce futur-là du 23e siècle, en principe, on n'utilise plus d'insultes et de trucs dans ce genre-là, donc les fuck, ça devrait plus exister. Il y en a aussi dans Star Trek Picard, pour le coup, c'est une des rares critiques que j'avais contre Picard, qui était meilleur en général. Elle te sort un truc dans le même genre, du style « This is the power of math !» This is the power of math, people! Come on! You are correct, Ensign. Donc genre, une espèce de nerd qui est quand même malgré tout super cool, parce que dans ce futur-là, tout le monde est un peu un nerd, quoi. Mais elle, vraiment trop exagérée, et du coup, elle devient un petit peu trop ridicule par certains moments, quoi. Entre les moments où elle est ridicule et les moments où elle chiale, elle est un petit peu compliquée à gérer. Et au niveau des personnages, celui qui morfle le plus, c'est quand même Spock, quoi, qui est complètement ridiculisé d'épisode en épisode. Quand elle le retrouve au tout début, il y a un moment où elle lui dit, elle lui dit de dire « Dis au revoir, Spock », et il répond « Au revoir, Spock ». Say goodbye, Spock. Goodbye, Spock.
comme un enfant qui aurait pas compris, quoi. Ou alors en faisant une blague, et ce qui est pas vraiment le style de Spock, notamment avant qu'on le rencontre dans la série originale, quoi. C'est sa rencontre avec Kirk qui le fait vachement évoluer, mais à la base, il est pas censé être aussi expansif que ça, quoi. Au contraire, justement, ça, son gros truc, c'est qu'il essaie vachement de réprimer son côté humain, Spock. Donc tu peux pas faire un Spock qui lance des vannes comme ça à tout bout de champ. T'as un moment où il arrive à résoudre un problème, et il te sort « I love science ». Yes, to pierce the time stream long enough to lock on Dr. Burnham and beam her into our space-time. I like science. Comme ça, quoi, de nulle part. Tu fais, mais c'est quoi? Et j'arrive plus à me souvenir si cette réplique elle vient de lui ou pas, mais je vais la mettre. Mais t'as un moment où t'as quelqu'un qui cite du Hamlet, et le personnage qui est en face fait Hamlet, hell yeah! Oh, cursed spite that I was born to set it right. Hamlet. Hell yeah. Tu fais, mais c'est quoi ces répliques pour essayer de faire genre que les nerds sont cool, quoi. Enfin, il y a un truc qui est complètement débile avec ce truc, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que, justement, ils rajoutent des personnages alors que les personnages servent à rien. Adira est le premier personnage non binaire de Star Trek. Ce qui était censé être une grosse révolution. Alors moi, déjà, j'ai été complètement perdu parce qu'en fait, elle met 7 ou 8 épisodes avant de dire aux gens, mes pronoms, c'est they, c'est leur pronom singulier pluriel. Qui est quand même plutôt utilisé pour symboliser le pluriel que le singulier. C'est un pronom indéfini presque. C'est quand tu sais pas quel nombre il y a. Il y a aussi Gray qui est son ancien compagnon, compagnon, ça existe, qui débarque aussi. Et ils font débarquer en saison 2 une nouvelle mécanique. Alors qu'on a déjà un officier scientifique qui est plus ou moins censé donc du coup être l'ingénieur du truc. Mais non, ils nous ont rapporté Jet Retro ou Rito, un truc dans ce genre-là. Reno, je crois, qui est joué par Tig Notaro, qu'on a vu récemment dans Army of the Dead, qui est la quintessence de la lesbienne. Et pour l'instant, ils ont pas encore dit qu'elle était lesbienne dans le truc, mais je suis presque sûr que ça pourrait sortir, quoi. Entre sa coupe ultra masculine, le fait qu'elle a eu malheureusement un cancer du sein, elle a eu du coup une double mastectomie, donc elle a plus du tout de poitrine. Et du coup, entre ça, sa coiffure et son machin, je vous jure que j'ai mis au moins 3 épisodes à me rendre compte que c'était une meuf. Et le personnage est ultra désagréable, en fait, et fait pas du tout Star Trek, parce que c'est un personnage qui est vraiment constamment ronchon, constamment renfermé dans son coin, qui veut jamais se mélanger avec qui que ce soit. Et c'est pas vraiment le style de personnage qu'on est censé avoir dans Star Trek, quoi. On est censé avoir des personnages qui s'entendent beaucoup plus que ça. Donc du coup, après quasi 1 heure, je sais pas combien de temps ça fait là au montage, une fois monté, mais moi ça fait quasi 1 heure que je suis en train d'enregistrer ce vlog. Après 1 heure de gros défauts comme ça, pourquoi est-ce que j'ai regardé 3 saisons de Star Trek Discovery au final? Et c'est parce que malgré tout, il y a quand même quelques trucs au niveau de l'écriture qui sont plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'histoires que je trouve assez intéressantes, et surtout au niveau de la réalisation, c'est assez bluffant. Mais pour rester au niveau des histoires et du scénario, parce que c'était grosso modo là-dessus qu'on était depuis tout à l'heure, je suis quand même assez déçu de la sortie du format épisodique. Pour moi, Star Trek, c'est une série qui fonctionne que en épisodique, parce qu'il y a un moment où ça devient un peu absurde que, comme par hasard, tous les trucs que tu rencontres, même quand ils sont séparés les uns des autres, à chaque épisode, soient toujours parfaits pour se réunir soit au season finale, soit pour résoudre un problème particulier en cours de saison et ensuite avancer plus loin, etc. Pour moi, il y a un truc qui fait un peu trop fait exprès dans cette écriture-là. Et Star Trek, dans son principe de découverte et d'exploration de l'univers, est à mon avis une série qui est faite pour fonctionner en épisodique. Pas en sériel, pas avec une histoire qui se poursuit petit à petit, etc. C'est une série qui est faite pour que chaque épisode soit un peu concentré dans son truc à lui, et qu'on découvre une nouvelle race, une nouvelle espèce, une nouvelle planète, un nouveau truc physique, quantique, machin, etc. qui permettent d'élargir un peu nos connaissances, qui permettent de poser des questions et des dilemmes moraux, qui permettent de faire des métaphores, etc., etc. Là, pour le coup, quand c'est trop tenu dans la durée, quand les épisodes sont vraiment écrits les uns après les autres et pour être au sein d'une grande histoire, moi j'ai quand même un petit peu de mal par rapport à ça. Mais il y a plein de choses très intéressantes qui sont développées dans la série. Alors, pour moi, honnêtement, la saison 1, c'est la pire. Et honnêtement, ça se sent même qu'en milieu de saison, vers l'épisode 7, il y a clairement eu un changement dans l'équipe des auteurs. Et je crois que c'était parce que justement, la série avait très mal démarré, mais elle était encore en tournage, donc ils avaient encore moyen d'un peu rétro-pédaler, un peu changer des trucs. Il y a clairement un changement de rythme et d'action et d'écriture à partir de l'épisode 7. Et ça commence à aller mieux. Mais grosso modo, cette saison entière axée sur la guerre avec les Klingons, elle est relativement chiante, elle est relativement peu intéressante, et c'est vraiment parce que visuellement c'est plutôt cool que j'ai eu envie de suivre la série, mais entre les personnages et tout le bordel, enfin vraiment j'ai eu du mal. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils développent justement dans cette première saison toute cette histoire de réseau micellaire. Les réseaux micellaires en fait c'est... alors ils expliquent qu'en fait, il y a toute une dimension qui est entièrement gérée par des champignons, et en fait cette dimension est plus ou moins superposée à la nôtre. Et donc, quand tu sautes dans la dimension micellaire, tu peux voyager de façon quasi instantanée ailleurs dans l'espace.
ça aurait été parfait pour d'autres saisons. Parce que typiquement, c'est le genre de truc qui aurait servi pour Voyager, par exemple. Ça aurait été parfait dans le futur, comme technologie dans le futur, pour te rendre compte que, ah oui, on est vraiment plus tard dans ta Star Trek, parce que maintenant, le voyage est instantané. Et t'as plus de problème de durée et d'intensité de la déformation de l'espace nécessaire pour accéder à certaines vitesses, pour accéder à certains environnements, etc. Tout est accessible comme ça en un claquement de doigts, quoi. C'est une technologie qui est plutôt cool à explorer, qui permet de faire des scènes d'action qui sont particulièrement cool et particulièrement grandioses. Il y a des scènes d'attaque avec le vaisseau qui fait plein de sauts en même temps et qui attaque de partout en quelques secondes et tout, ça fait des scènes qui sont super cool. Mais ça vient aussi avec ses petits problèmes. Tout ça fonctionne grâce à un tardigrade. Donc vous savez ce que c'est les tardigrades, c'est toutes petites, ces espèces de microbes ou d'organismes microscopiques qui peuvent survivre au vide spatial dans certaines conditions, etc. Enfin c'est une espèce de truc qui est réputé increvable. Et dans la série aussi, le truc est réputé increvable. Mais le truc meurt quand tu lui fous 4 petites épines dans les épaules ou un truc dans ce genre-là, c'est trop pour lui, il arrive pas à supporter, genre c'est une diva en fait, le tardigrade. Non, c'est trop pour moi, et du coup je me réduis en boule et j'arrête de fonctionner. Et tu fais, putain, pour un truc qui est quand même censé être invulnérable, ça va un peu à l'encontre de tout le principe du truc, quoi. Enfin, c'est vraiment parce que vous avez envie de créer tel ou tel retournement dans l'histoire, tel ou tel retournement dans le scénario, parce que sinon... c'est complètement débile. Pareil, ils mettent plus ou moins en place l'idée que on fait du mal à ce réseau micellaire quand on va à l'intérieur, je crois. Il y a un épisode qui commence à mettre ça en place, mais alors on n'en reparle plus jamais ensuite. Je pense que c'est probablement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de copier ce qui s'était passé avec la déformation spatiale, le warp, comme ils appellent ça en version originale. Parce qu'en fait, dans certaines saisons de TNG, de Nouvelle Génération, ils se sont rendus compte que la déformation spatiale, en fait, créait des fractures spatiales et que toutes les voies dans lesquelles circulaient régulièrement tout un tas de vaisseaux, avec tous les vaisseaux accumulés qui étaient en warp, en fait, ça créait des grosses déformations et que du coup, il y avait des poches d'espace dans lesquelles l'espace-temps était complètement déformé, les gens sortaient avec des mutilations énormes et des trucs dans ce genre-là, enfin des radiations, tout un tas de bordel. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il fallait réduire la vitesse de déformation au moins warp 5, parce qu'au-delà, ça commençait à être vraiment compliqué et à créer des gros soucis dans les zones les plus fréquentées, quoi. Et il commence du coup à te lancer plus ou moins la même histoire avec le réseau micellaire, genre à chaque fois qu'on l'utilise, ça abîme le truc et du coup ça fonctionne moins bien, etc. Et genre reste des saisons, rien à foutre. Ils font autant de sauts qu'ils veulent, ils reposent jamais la question de savoir est-ce que ça peut poser problème, etc. On s'en fout, quoi. Mais bon, quand on découvrait le truc et qu'on explorait le truc, c'était encore relativement pas mal, quoi. En saison 2, l'intrigue tourne autour de ce qu'ils appellent l'Ange Rouge, qui est une créature qui lance des signaux un peu partout dans l'espace. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'ils nous expliquent que 7 signaux ont été lancés simultanément. Et pourtant, ils sont quand même lancés à chaque début d'épisode et il faut aller les suivre à chaque début d'épisode. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait 7 signaux, mais il n'y a pas 7 signaux qui sont apparus. Ou alors, il y a eu 2 fois 7 signaux qui apparaissent, il y en a un où ils sont apparus tous les 7 en même temps et un autre où ils sont apparus les uns après les autres. Mais j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Malgré tout, dans ce truc-là, j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui était quand même un peu absurde. On revient sur quelques trucs qui ont été mis en place dans la première saison, notamment pas mal de trucs qui concernaient évidemment Michael Burnham, mais aussi des trucs par rapport aux Klingons qu'on retrouve avec leurs cheveux du coup maintenant, par rapport à la section 31, par rapport à Giorgio, etc. Tout ce petit monde revient, et si tout n'est pas forcément tout à fait logique, notamment tout ce qui concerne cette ancienne impératrice qui devient d'un seul coup une subordonnée à tout le monde, et tu te dis mais pardon, l'histoire et le mystère étaient quand même assez intéressants. Après c'est aussi la saison où ils ruinent complètement le personnage de Spock, avec un acteur en plus, ils ont casté un nouveau mec pour le jouer, mais qui n'a pas de gueule et qui ressemble en rien à Leonard Nimoy, mais vraiment rien, surtout pas quand il est rasé, parce qu'au début il le met avec de la barbe pour que tu t'habitues, quoi, et tu te rends compte que, enfin, que tu te rends pas trop compte qu'il a pas la même gueule, mais dès qu'il le rase ensuite tu fais ça c'est Spock, vous vous foutez de qui exactement, quoi? Non, c'est pas Spock, je suis navré, c'est pas Spock. Vous me direz le Capitaine Pike qui ressemble pas à Pike non plus, hein, donc bon. Mais grosso modo, le mystère était vachement intéressant quand même dans la saison, et il y a beaucoup de choses par rapport à Saru aussi qui sont vachement sympas, qui sont développées par rapport à son espèce. Ils sont une espèce dominée, il y a une espèce dominante qui est sur la planète et qui contrôle un petit peu toute leur vie. Il y a tout un tas de trucs qui vont être mis en place par rapport à ça. Pour le coup, ça c'était très 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 cool. Après, la fin part complètement en couille. Et puis alors, un épisode entier sur tous les membres de l'équipage qui sont en train de se faire leurs adieux et de se dire on va peut-être mourir dans ce combat, mais on est content d'être connus, etc. Alors qu'on les connaît toujours pas au bout de 2 saisons. Tu fais putain non, c'est un petit peu trop là, je sais même pas qui c'est ces personnages, j'ai pas besoin d'un épisode entier pour les voir en train de se dire adieu, quoi. Et encore une fois, tous est en train de chialer, avec un truc complètement larmoyant, enfin, vraiment ils sont tous en train de chialer au moins une fois par épisode, c'est absolument dingue. La série devrait être sponsorisée par Kleenex plutôt que par Netflix ou par CBS. Malgré tout, il y avait quand même quelques trucs plutôt sympas. La série a une écriture beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup plus de scènes d'action dans cette scène-là,
Mais du coup, ça rend aussi très bizarre les moments où d'un seul coup, toute l'action s'arrête parce qu'on a d'un seul coup un gros discours entre deux personnages, généralement Suru et Michael. Si Michael est pas dans une conversation, c'est qu'il y a un souci dans la scène. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'était une saison qui restait quand même assez regardable et assez intéressante. Et puis en saison 3, alors à ce moment, je vais peut-être vous conseiller de partir plus loin, mais en plus ça va être filé dans la saison 4. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de partir, mais l'histoire de cette saison 3, c'est qu'à la fin de la saison 2, pour protéger donc un truc, tout l'équipage du Discovery, et uniquement du Discovery, est parti dans le futur. Donc là, enfin, on se retrouve dans le futur de Star Trek. On se retrouve au 30e ou 31e siècle, un truc dans ce genre-là. Ils ont vraiment avancé très très loin dans le temps. Ils ont passé 7 ou 8 siècles du coup d'un coup. Et tu te dis, putain, on débarque dans le futur, on va avoir un truc génial, on va découvrir le Star Trek de l'avenir, vraiment ce qu'on avait envie de voir depuis la première saison, quoi. Et oui, mais non. Parce que dans le futur, il s'est passé un truc qui s'appelle The Burn. Et The Burn, ça a fait en fait exploser absolument tous les cristaux de dilithium qui sont le truc principal qui fait tourner tous les vaisseaux de Star Trek depuis la première saison. Et donc, le voyage interstellaire n'est plus possible. Parce que aucun vaisseau ne peut atteindre les limites, ne peut créer un warp, du coup, ne peut créer une distorsion de l'espace, et ne peut du coup atteindre d'autres endroits. Il se trouve que dans TNG, dans Next Generation, il y avait des technologies qui avaient été élaborées pour essayer de répondre à ce truc-là. Et on suppose quand même que si t'as un problème catastrophique à ce point dans l'espace, que les gens ne peuvent même plus retourner même dans leur planète, quoi, pour tranquillement, faire un voyage retour, on va quand même essayer de trouver d'autres technologies pour se déplacer dans l'espace. Mais non, tout le monde a abandonné, Starfleet n'existe plus, tous les membres de Starfleet sont partis du truc, l'organisation a été défaite, même sur Terre, on se soutient plus entre nous, dans le même système solaire, il y a des gens qui vivent sur d'autres colonies, sur Titan et sur des trucs dans ce genre-là, et la Terre refuse de leur apporter de l'aide et de la maintenance, etc. Et il faut que Michael Burnham vienne expliquer à Starfleet que la collaboration, c'est quand même la base de Starfleet et que ça va quand même beaucoup mieux quand on fait des échanges de biens au lieu de se mettre sur la gueule pour avoir ces mêmes biens. Vraiment, il y avait besoin qu'elle soit là pour qu'on apprenne ça, quoi. Et donc, toute l'intrigue de cette saison, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu le burn et de trouver un système de transport alternatif, avec évidemment un énorme avantage pour le Discovery, qui peut toujours utiliser le système micellaire et qui peut voyager un peu partout et donc recréer les liens entre les différentes espèces. Il y a quand même quelques trucs un peu neufs, du coup, dans ce truc-là. J'aime bien le fait que maintenant le téléporteur soit intégré, du coup, à l'écusson et qu'il y ait juste à appuyer là-dessus et ça peut te téléporter partout, puis tu peux avoir des informations, etc. C'est le genre de truc qu'on aurait voulu voir, à mon sens, dès la première saison, en fait. C'est ça qu'ils auraient dû faire dès le début, une saison qui se passait, du coup, dans ce futur-là. Là, le fait d'y avoir été artificiellement à cause d'une fin de saison, etc., avec un prétexte qui est complètement absurde, à mon sens, si vous regardez les saisons, vous devriez le savoir, je comprends pas. Enfin, vraiment, je comprends pas. Et en plus, depuis quand c'est une difficulté de voyager dans le temps dans Star Trek? Littéralement, dans le 4e film Star Trek, c'est tellement simple que Kirk envoie simplement un message pour dire on va retourner le temps pour aller récupérer des baleines et on va revenir vous les ramener dans votre époque à vous, comme ça on va pouvoir vous sauver. Mais genre, pour eux, c'est normal. Ils ont calculé en 5 secondes qu'il suffit de tourner autour du soleil pour pouvoir remonter dans le temps, un truc dans ce genre-là. Mais là, tout le monde est bloqué dans le futur. Tu sais pas pourquoi. Parce qu'il faut pas qu'ils contaminent la timeline. Enfin, en termes d'écriture, je veux dire, en termes de continuité, il faut pas qu'ils contaminent la continuité de la timeline. Parce que s'ils existent, ça pose des problèmes pour toutes les autres saisons de Star Trek qui ont existé entre-temps, quoi. Toutes celles qui ont eu des problèmes par rapport, justement, à la vitesse des vaisseaux, des trucs dans ce genre-là. Donc, tu te dis, quand même, même si je suis content de pouvoir explorer enfin le futur, ça paraît un peu con-con, quoi. À nouveau, dans cette saison, évidemment, tous les méchants sont des mecs. Ils ont même fait un truc, ils ont légèrement éclairci la peau de Oded Fehr, l'acteur qui jouait dans les Resident Evil, qui jouait Carlos dans Resident Evil. Ils ont légèrement éclairci sa peau pendant 1 ou 2 épisodes, pour que tu puisses te dire, tiens, c'est un homme blanc, donc ça va être un enculé. Pour que tu vois pas du coup venir que finalement, non, ça va pas être un enculé, ça va être un allié, quoi. Mais du coup, vous voyez comme quoi c'est codé jusqu'au plus profond de l'ADN de cette série, quoi. À chaque fois que t'arrives dans une planète et qu'il y a un mec qui fait une connerie, c'est un mec. Évidemment, il y a quand même la première méchante féminine de toute la série. Et ce qui est extraordinaire dans cette saison, alors là, vraiment spoiler, c'est la fin du truc, donc allez à la fin du timecode si vous n'avez pas envie que je vous spoil un truc, mais je vais vous spoiler un petit peu la fin. Mais alors le truc, c'est que Michael Burnham, depuis qu'elle est dans cette série, elle a débarqué déjà à la base en tant que mauvais membre de Starfleet. Elle a quand même été le premier membre de Starfleet à faire une mutinerie depuis la création de Starfleet, et elle était plutôt rebelle au début. Elle a mis 2 saisons à essayer d'apprendre à obéir aux ordres. Au début de la saison 3,
elle redevient complètement rebelle. J'ai envie de dire que sa personnalité entière change au début de la saison 3, parce que d'un seul coup, elle qui était quand même plutôt soft, qui montrait très peu d'émotions, si ce n'est chialer avec quelqu'un parce que c'était la séquence émotion, elle avait quand même pas grand chose quoi. D'un seul coup, en début de saison 3, la meuf elle fait des yeah, elle hurle de partout, elle saute sur place, il y a une scène où elle est défoncée, complètement déchirée. Et tu fais... c'est pas du tout censé être Michael, et par la suite elle redevient un peu rebelle, et genre tout le monde est surpris qu'elle redevienne rebelle. Je fais, les gars, elle a à peine le temps d'apprendre à respecter les règles, et d'un seul coup elle est à nouveau sortie de Starfleet. Et évidemment que la meuf va redevenir rebelle, ce qu'il a défini à la base c'était de pas obéir aux ordres. Et malgré tout, parce que c'est évidemment ce qui allait se passer depuis le début, c'était pas un hasard si on n'a jamais suivi le capitaine dans cette série, mais qu'on a suivi Michael Burnham, c'est parce que maintenant en saison 4, ça y est, Michael est la capitaine du Discovery. Suru, qui a parfaitement accompli son rôle de capitaine ou de premier du capitaine depuis le début, refuse le poste parce qu'il estime que Michael est plus faite pour ça. La meuf qui est rebelle, qui a mis à nouveau une saison à réobéir aux ordres, à qui on n'a pas fait confiance pendant les 3/4 des épisodes, là non, c'est à elle de tout résoudre parce que, encore une fois, la Marisou, elle doit convaincre tout le monde qu'elle est absolument géniale et tout le monde doit finir en admiration devant elle, même quand il y a des conflits. C'est dingue. C'est dingue. Mais malgré tout, le mystère est plutôt intéressant à suivre et t'as envie d'aller un petit peu plus loin, quoi. Et du coup, ce qui vraiment me garde dans cette série, ce qui fait que je continue à le regarder et que peut-être je continuerai à regarder la saison 4 à la suite, c'est que techniquement, la série est irréprochable. Visuellement, c'est absolument dingue. C'est probablement une des séries les plus chères produites par CBS et par Netflix. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils ont fait une coproduction avec Netflix, et c'est pour ça que Netflix a les droits de diffusion à l'international, c'est parce que CBS tout seul pouvait pas se permettre de faire cette saison-là, donc ils ont été chercher Netflix, et en plus ils ont réduit le nombre d'épisodes, ils ont fait que 15 et quelques épisodes par saison, alors que d'habitude Star Trek c'est du 20 quoi. Mais alors c'est clair que l'argent se voit à l'écran. C'est en bonne partie le style d'Abrams. Il y a beaucoup de caméras épaules, de steadicam, de caméras qui tournent sur leur axe, beaucoup de lens flare qui débarquent un petit peu partout parce que maintenant ça fait partie du coup du style, beaucoup de décors chromés, de surfaces réfléchissantes, beaucoup de lumière, de couleurs très variées, ils vont faire des gros mélanges de couleurs, genre du rouge avec du bleu très pétant qui arrive dans certains reflets, et du coup ils jouent beaucoup avec ça aussi, avec les hologrammes qui vont avoir des couleurs qui sont très très pétantes également, qui vont créer des couleurs, parce que maintenant avec les panneaux LED tu peux foutre des couleurs et rehausser des couleurs partout, et elles seront très vibrantes, très colorées, très saturées. Donc du coup il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très intéressantes au niveau visuel, au niveau de la réalisation. Ça reste grosso modo du champ contre champ dès qu'il y a un dialogue, mais dès que t'as un plan un peu plus large, généralement ils font des mouvements de caméra qui sont extrêmement classe, des plans grue qui sont très cool, des trucs dans ce genre là, donc visuellement ça a énormément de gueule. Les effets spéciaux sont aux petits oignons, c'est vraiment des effets spéciaux vraiment de qualité quasi cinématographique. Les scènes de baston spatial notamment, enfin à chaque fois qu'il y a une grosse baston, c'est des trucs qui sont absolument ouf. Bon alors du coup, comme ils ont des nouveaux effets spéciaux, ils ont envie de créer des nouveaux designs, des nouveaux trucs partout, mais alors ils ont créé des nouveaux vaisseaux pour les Klingons, les Klingons comme on dit en français. Le design est très joli, hein, mais c'est pas du tout un design Klingon, ça ressemble absolument pas à leur style, ça ressemble absolument pas à ce qu'ils font d'habitude, quoi. Eux, ils ont le design habituel des oiseaux de proie, qui sont des vaisseaux qui ressemblent à des oiseaux comme ça, avec les ailes qui viennent sur le devant, et avec une couleur verte. Là d'un seul coup t'as des espèces de pans qui font la roue avec des cristaux bleus ou des machins genre là, tu te dis mais ça sort d'où ce truc quoi, c'est très joli hein, c'est très cool, mais ça sort d'où ce truc quoi, c'est pas censé être un truc de Star Trek, c'est pas censé être un truc de Klingon, Star Trek éventuellement d'une autre série d'une autre race, mais c'est pas censé être un truc Klingon quoi. Mais comme c'est clinquant pour les Klingons, comme les effets spéciaux sont cool, ils ont envie d'en mettre un peu partout, et c'est vrai que leurs effets spéciaux sont quand même très 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 cool quoi. Ça s'accorde en plus très bien avec le cadre, parce qu'au tout début de la série, ils ont fait du 2.0, comme ce que font beaucoup de séries, et à partir de la saison 2, ils sont passés au 2.35, donc t'as vraiment un rendu très cinématographique quoi avec le truc. Et pour le coup, ça colle assez bien à Star Trek quoi. Star Trek, c'est une série qui marche le mieux quand elle a beaucoup de budget, quand elle peut se permettre de faire un peu ce qu'elle veut. Et là, c'est vrai que pour le coup, ça marche extrêmement bien et que visuellement, c'est absolument dingue. Mais surtout, ce qui fait que je continue à suivre, et on en a un peu parlé avec ces vaisseaux Klingon, mais c'est une série qui est ultra créative. C'est une série qui profite à fond d'être une série de SF et qui va vraiment essayer d'en tirer parti le plus possible. Il y a des planètes avec une végétation bleue, une planète avec une végétation jaune, mais avec des créatures bleues à l'intérieur. Il y a tout un truc avec une structure de cristaux qui est érigée au milieu, qui fonctionne comme une sorte d'antenne. C'est un truc qui fait ultra Star Trek. C'est vraiment le genre de décor, d'environnement et de concept qui fait Star Trek à 200%. Et le truc rend super bien, que ce soit la version réelle, physique qu'ils ont sur le plateau pour tourner,
ou la version effets spéciaux qui est beaucoup plus grande et qui est augmentée. Enfin, ça rend super bien. Il y a tout un tas de designs de créatures qui sont ultra cool, notamment Suru, ce nouvel extraterrestre qui a été créé. Leur race, les costumes, etc. Enfin, ça a énormément de gueule. Ils ont complètement raté les Klingons. C'est un fait. Mais pour le coup, les autres races ont vachement de gueule. La race qui les dirige sur la planète de Suru, ça fait vraiment un super design de monstre, une espèce de truc très, très mince avec des grosses griffes partout et qui se tord dans tous les sens et qui est obligé de vivre dans un bain de boue parce qu'ils n'arrivent pas bien à vivre à l'extérieur, etc. Enfin, c'est une espèce qui est vachement cool, qui est vachement intéressante, et la plupart des planètes qui les explorent ont des trucs qui sont vraiment ultra bien développés, avec même si c'est juste des infrastructures, des habitations, des trucs dans ce genre-là, ils arrivent toujours à se débrouiller pour qu'il y ait quelque chose de vraiment créatif et original dans le décor. Même si c'est juste faire la terre un peu bleutée au lieu de la faire un peu marron, quoi. Même si c'est juste mettre quelques tours dans le fond avec quelques trucs un peu industriels. Et la plupart des environnements sont ultra créatifs et ultra beaux. Et ces effets spéciaux se mélangent aussi très bien avec le montage et la réalisation en général, parce que par exemple, il y a tout un moment où les gens voyagent du coup dans le futur, dans le passé, et toute la séquence de transition et de voyage dans le temps avec des trous noirs, avec des lignes qui commencent à se créer un peu partout dans le cadre, des machins, enfin c'est ultra dynamique, c'est ultra bien foutu, et ça donne vraiment envie de regarder la série, quoi. Donc c'est quand même dommage, c'est une série dans laquelle on met les moyens partout, sauf là où c'est essentiel, le script, et donc les personnages. C'est une série qui est aberrante, à mon sens, ce Star Trek Discovery, et on va bien voir du coup ce que va donner la nouvelle saison qui va être diffusée cette année, et où on va retrouver un peu plus, a priori, une mission d'exploration et d'unification, mais j'ai envie de dire, même si cette saison était cool, ça vient après tellement de merde, qu'à part pour les visuels, je pense que ça sert à rien, faut brûler les autres saisons, faut brûler les épisodes originaux, et faut brûler ceux-là aussi, quoi, les nouveaux qui sont en train de tourner. Enfin, on verra s'ils sont peut-être bien, mais même s'ils sont bien, ça vient après tellement de nullité, tellement de merde, tu sais pas comment tu peux essayer de rattraper ça, quoi. C'est, je suis navré, mais c'est un peu trop tard, les gars, quoi. Donc voilà, je sais pas ce qu'il faut vraiment attendre pour cette saison 4, mais pour moi, c'est un petit peu la saison de la dernière chance, parce que, ça commence à être un peu saoulant, quoi. C'est cool d'avoir mon petit Star Trek une fois par semaine pour continuer à suivre une série qui avance, mais là, franchement, ça devient compliqué. Il faut débrancher le respirateur artificiel. C'est vraiment une série en plus qui est sur respirateur artificiel, parce que comme elle marche pas du tout et comme elle attire personne sur Netflix a plus envie de produire le reste de la saison, etc. Je sais même pas s'ils vont les diffuser dans l'international. Du coup, CBS a du mal à faire produire le truc et ça leur coûte un pognon monstre, alors que leur CBS All Access ça marche pas vraiment, leur système de VOD, qui maintenant du coup est devenu Paramount Plus, il me semble, parce que ça y est, ils ont réuni CBS et Paramount, et donc tout ce qui était sur CBS se retrouve sur Paramount Plus. En France, du coup, je suppose que ce sera encore sur Netflix, parce qu'ils ont déjà les 3 premières saisons, donc ce serait absurde qu'ils aient pas la 4. Surtout s'ils ont plus besoin de la payer, enfin de payer la production en tout cas. C'est vraiment une série qui est sous respirateur artificiel, cette série, parce que elle marche pas, quoi. Et quand ils la diffusent à la télé, elle fait des scores ridicules qui sont vraiment en dessous de tout ce qu'aurait pu faire une autre saison de Star Trek. Encore que c'est compliqué de comparer, parce que quand Star Trek TNG a commencé dans les années 80, il y avait beaucoup moins de concurrence directe, c'était la série la plus cinématographique, qui avait le plus de gueule, etc. Sur la télé, et il y avait peu de chaînes de télévision, donc du coup c'était facile de faire des audiences monstrueuses. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour une série de faire des grosses parts d'audience et de faire des gros trucs. On n'a plus des séries genre Les Experts ou House ou des trucs dans ce genre-là qui font des gros scores d'audience. Même Game of Thrones, c'était une dernière série, quasiment. Maintenant, avec la VOD, les chaînes câblées et tout le bordel, trouver la série qui commence à faire parler d'elle, c'est compliqué, quoi. Mais donc du coup, ouais, c'est vraiment une série qui a du mal à vivre depuis le début. Et là, la saison 4, je sais même pas comment est-ce qu'ils ont réussi à ramer suffisamment pour l'avoir, quoi. Honnêtement, la fin de la saison 3 faisait presque fin de série totale, quoi. Series finally au lieu de season finally, parce que t'avais l'impression qu'ils avaient résolu vite fait tous les problèmes et toutes les histoires pour pouvoir te dire voilà ce qui s'est passé du coup par la suite, et qu'on vous le raconte ou pas, au moins vous savez à peu près où est-ce qu'on en était à la fin de la série, quoi. Mais ouais, je sais pas du tout ce que ça peut donner, et je donne pas cher de la peau de cette série, donc voilà, mon retour sur Star Trek Discovery, je vais peut-être réussir à réduire ça à 1h20 au niveau du vlog, mais ça va quand même être long. Merci de m'avoir suivi du coup dans mes élucubrations sur cette série. On reviendra du coup sur les autres séries au fur et à mesure que je me les referai, soit dans l'année, soit l'année prochaine, ou un truc dans ce genre-là. Et puis on reviendra sur Star Trek Picard. Alors j'ai vérifié, en principe la saison 4 de Discovery sortira en fin d'année, et Picard saison 2 est prévue pour 2022 pour le coup. Donc voilà, je vais voir comment ça va se passer. Je pense que je vais avoir le temps de me refaire les autres saisons avant que les nouvelles saisons de Discovery et de Picard sortent. Donc voilà, on se retrouvera avec l'écusson et le t-shirt rouge
pour d'autres vlogs sur Star Trek Discovery et sur Star Trek Picard et sur Star Trek en général. Merci beaucoup d'avoir suivi ce long vlog. Longue vie et prospérité. Prenez soin de vous et regardez ou allez voir des films ou des séries. Ciao!